Bonjour tout le monde, on va commencer le cours de la biologie cellulaire. On va commencer par la structure, fonction de la membrane plasmique. On va parler sur les propriétés, les caractéristiques, les composants et le rôle de la membrane plasmique. Donc la membrane plasmique occupe une position très importante dans la cellule. Donc il est constitué comme frontière entre le milieu intérieur et le milieu extérieur de la cellule. Il contrôle les entrées et les sorties des molécules et des ions et de l'eau, bien sûr. Donc il contrôle les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Les compartiments à l'intérieur de la cellule, comme l'organisation ou bien la répartition des organettes membranaires, tels que le mitochondrie, le réticulum endoplasmique rugueux et lisse, les lysosomes, l'appareil de Golgi et ainsi de suite. Donc la surface de la membrane à l'intérieur de la cellule est souvent plus grande que la surface autour de la cellule. La structure de la membrane, donc il est un épaisseur de 7 à 8 nanomètres, sous forme de deux feuillets visibles au microscope électronique. On va voir par la suite les deux feuillets, les composants d'Yelhom. La composition chimique de la membrane plasmique, donc, il est constitué des lipides, des phospholipides et cholestérol qui représentent jusqu'à 50% des lipides, des protéines et les glucides. Donc il est constitué d'un mélange des différents composants chimiques, les lipides, les protéines et les glucides. Comportement des phospholipides face à l'eau. Donc on a dit que la membrane plasmique contrôle les échanges entre les milieux internes et le milieu externe de la cellule, et la cellule nécessite l'eau pour faire l'intervention de l'eau dans les différentes réactions chimiques. Donc on va voir comment l'eau passe d'un milieu externe vers le milieu intracellulaire. Comportement des phospholipides. Donc les phospholipides de la membrane plasmique, donc il est constitué de deux parties. Donc partie des phosphates polaires hydrophiles. Qu'est-ce que ça veut dire hydrophile? Il est l'eau, donc il a une affinité avec l'eau, et les deux queues, donc constituées d'acides gras non polaires hydrophobes, c'est-à-dire il ne présente aucune affinité avec l'eau. Donc, on a les composants de phospholipides de la membrane plasmique. Donc, les deux couches lipidiques, donc tête hydrophile, il y a une affinité avec l'eau, qui est l'eau hydrophile, et la partie des acides gras, donc il est hydrophobe, donc il est donc il ne présente aucune affinité avec l'eau. Les phospholipides mélangés à l'eau peuvent former des liposomes, petites sphères formées d'une double couche de molécules. Donc elles présentent une membrane ressemble identique à celle de la membrane plasmique. Modèle de la mosaïque fluide. Donc mosaïque, il y a le foussaïfissa. Donc mosaïque car il est constitué de différents composants, les lipides, les glucides, les phospholipides, les protéines. Donc deux couches lipidiques, voilà. Donc protéines à la surface et à travers la membrane plasmique, donc la surface et à travers, donc il y a des protéines intégrées, il y a des protéines qui existent seulement dans la face interne de la membrane plasmique, et des protéines qui existent à la face externe. Des polysaccharides, donc des sucres, des glucides attachés aux lipides et aux protéines. Donc on trouve les glycolipides et des glycoprotéines. Le cholestérol entre les phospholipides, donc pour assurer donc la fluidité de la membrane. Donc il se déforme de manière souple. Donc fluide. Les lipides, il est constitué des phospholipides de couche, voilà, et le cholestérol qui assure donc la fluidité
de la membrane plasmique. Cholestérol, rôle de le maintien de la fluidité de la membrane, oui. Donc, elle présente presque 15% jusqu'à 50% de la totalité des lipides. Les acides gras, donc, les insaturés sont courbés, les saturés sont rectilignes. Donc, selon la présence des liaisons carbone-carbone, on distingue donc on peut distinguer les acides gras insaturés et les acides gras saturés. Donc, les acides gras qui connaissent la membrane plasmique. Donc, les molécules de phospholipides ne sont pas liées entre elles par des liaisons covalentes. La cohésion des molécules due à force de Van der Waals entre les acides gras. L'interaction hydrophobe entre les acides gras, donc l'eau repousse des molécules hydrophobes. Donc, les molécules de phospholipides, il est hydrophobe par rapport à l'eau. Donc, l'eau repousse et tasse les unes sur les autres. Les acides gras insaturés augmentent la fluidité de la membrane. Donc, plus la membrane riche en acides gras insaturés, donc, plus fluide. Mais les acides gras saturés, donc, la membrane devient un petit peu visqueuse. Plus les molécules peuvent se rapprocher, plus les forces sont importantes. Donc, plus les forces de Van der Waals, donc, elle est importante. C'est pourquoi, par exemple, les acides gras saturés, donc, sont solides à une température ambiante ou bien de la pièce. Voilà. Mosaïque fluide. Les molécules sont ordonnées. Donc, les molécules sont ordonnées de manière précise, il n'y a pas aléatoire, mais se déplacent sans arrêt les unes par rapport aux autres. Donc, c'est comme un cristal liquide. Cristal, dans le domaine de la géologie, c'est un élément qui fait les compositions chimiques bien ordonnées. Donc, liquide, donc, il est fluide. Donc, se déplace les unes par rapport à les molécules se déplacent les unes par rapport aux autres. Donc, avec une vitesse presque de micromètres par seconde. Donc, un phospholipide donné change de position avec un autre plus d'un million de fois par seconde. Donc, la mobilité des phospholipides les unes par rapport aux autres. Si une molécule de phospholipide avait la taille d'une balle de ping-pong, donc environ 10 millions de fois plus gros, la vitesse serait donc 20 millisecondes, soit environ donc 70 km par heure. À cette échelle, une cellule aurait un diamètre d'environ 200 mètres. Donc, باش تعرفوا باللي هاد la vitesse هذه كتكون في des molécules اللي هما de taille très petite. Propriété d'une membrane phospholipidique ou bien de phospholipides peut se séparer d'elle-même. Si la membrane est percée ou déchirée, les molécules de phospholipides qui s'étaient écartées les unes des autres peuvent à nouveau se rapprocher et fermer l'ouverture. Parfois, la cellule perd la membrane plasmique, donc il se régénère par des messages qui proviennent du noyau, par des vésicules qui proviennent du noyau et de la réticulum, donc peut s'attacher donc pour former les ouvertures pour assurer le bon fonction de la cellule. Peut varier facilement sa taille. Si on ajoute des molécules phospholipides, celles-ci se joignent aux autres et la membrane s'agrandit. Donc il y a une compatibilité entre les différents composants des phospholipides. Inversement, elle peut réduire sa taille si on enlève des molécules. Donc, il cache le vide entre les différents composants de la membrane plasmique. Permet à une sphère de se diviser. Donc, il suffit de resserrer l'équateur d'une sphère pour obtenir deux sphères. Donc, cette propriété, donc, nous aide donc de bien comprendre les échanges qui se fait sous forme d'exocétose ou bien endocétose au cours de les échanges avec le milieu externe. Deux sphères peuvent fusionner pour former une plus grande sphère. Voilà. Donc, on a les membranes phospholipides ont l'affinité de s'accoupler. Les protéines sont ancrées dans la membrane par leur portion hydrophobe.
Donc, les protéines, il est constitué de plusieurs acides aminés, donc, il parfois présente, donc, des parties hydrophobes et des parties hydrophiles. Donc, les parties hydrophiles, donc, c'est utilisé soit à l'interne ou bien à l'externe de la membrane plasmique, et les parties hydrophobes, donc, se localisent principalement au niveau de la couche lipidique liée hydrophobe. Donc, les régions hydrophiles, donc, il a des affinités avec l'eau et avec des molécules légèrement hydrophiles, pardon. Ou la partie, il est hydrophobe. Chaînes de glucides peuvent, souvent, attachés aux lipides, donc les glycolipides ou des glycoprotéines, donc, se localisent principalement à l'externe ou bien à l'interne de la cellule, de la membrane plasmique. Ces chaînes de glucides sont faites de divers monosaccharides. Ils sont très variables d'un individu à l'autre. Les groupes sanguins système A, B, O sont déterminés par les trois glycoprotéines. Glycoprotéines A, B et O, qui diffèrent l'une de l'autre par la composition de leur chaîne de glucides. Donc, les glucides qui sont situés donc à la surface externe de la membrane plasmique, donc se diffèrent d'une personne à l'autre. Les protéines de la membrane. Donc, on va voir maintenant le rôle des protéines de la membrane plasmique. Donc, il y a des protéines qui assurent le transport des molécules, des ions et des électrolytes, par exemple. Et il y a des protéines que jouent le rôle des enzymes. Il y a des protéines qui jouent le rôle des récepteurs, soit des substances chimiques ou bien des molécules. L'adhérence entre les cellules, la liaison entre les cellules, les différentes cellules, la reconnaissance par le système immunitaire, comme le CMH. On va voir ça par la suite. Les protéines qui jouent le rôle de transport pour les molécules au niveau de la membrane plasmique. Beaucoup de substances pénètrent dans la cellule en passant par des protéines formant des tunnels à travers la membrane. Donc, il y a des molécules, selon la composition ou bien la nature de cette molécule. Est-ce qu'il est hydrophile ou bien il est hydrophobe? Donc, s'il est hydrophobe, donc, il passe à travers la membrane plasmique de manière facile. S'il est hydrophile, donc, il passe ou bien à travers la membrane à cause ou bien à travers, par l'intervention des protéines. Certains de ces tunnels peuvent se fermer ou s'ouvrir selon les cas ou bien les besoins de la cellule. Les valves nanotechnologiques, voilà. Les enzymes. Plusieurs enzymes sont disposées dans la membrane. Le plus souvent, la membrane formant les structures internes de la cellule. Donc, les enzymes de certaines chaînes métaboliques sont parfois disposées côté à côté de la membrane. Maintenant, on a l'enzyme 1, 2, 3, 4. Donc, les substances viennent de se fixer sur l'enzyme 1, puis elles passent à l'enzyme 2, 3, et il arrive jusqu'à l'enzyme 4, où il libère le produit de cette substance. Les enzymes les protéines qui jouent le rôle des récepteurs. Les cellules communiquent entre elles par l'intermédiaire des substances chimiques appelées les hormones. Les hormones, ce sont des substances chimiques libérées par une cellule, ou bien une glande, et agissent sur une autre cellule cible. Elle peut donc transporter ou bien véhiculer par le sang. Pour agir, une hormone doit se fixer sur un récepteur. Donc, il existe, donc voilà, l'hormone libérée par le sang, par des glandes ou bien par des cellules. Donc, elle est véhiculée par le sang jusqu'à il arrive aux cellules cibles. Donc, il se fixe sur les récepteurs pour que le message passe de cette hormone vers la cellule. Donc, doit se fixer sur un récepteur. Ce récepteur, c'est souvent une protéine de la membrane plasmique. Donc, cellule sensible à l'hormone, cellule insensible à l'hormone. Donc, l'hormone vient de se fixer sur cette cellule qui présente des récepteurs compatibles avec cette hormone. Mais n'est pas cela. L'adhérence entre les cellules. L'adhérence, c'est la juxtaposition des cellules. Donc, les cellules adhèrent les unes aux autres par l'intermédiaire des protéines de la membrane. Dans une tumeur cancéreuse, des anomalies à ces protéines permettent aux cellules de se détacher de la tumeur principale et d'aller
former des tumeurs secondaires, ce qu'on appelle métastase, ailleurs dans l'organisme. Les tumeurs cancéreuses se caractérisent par donc les cellules cancéreuses n'ont pas la liaison importante comme les autres cellules. Donc cela qui facilite la répartition ou bien la propagation des cellules cancéreuses dans le corps. Voilà. Maintenant, l'addition par jonction, taille jonction, des gaps jonction, et ainsi de suite. Donc, il existe plusieurs protéines qui assurent la juxtaposition des cellules. Voilà des tumeurs cancéreuses. Donc, les cellules, donc, il est par le débit des vaisseaux sanguins, le vaisseau de sang, donc, permet le déplacement des cellules cancéreuses vers les autres endroits où ils se multiplient pour donner d'autres tumeurs. Des protéines qui jouent le rôle de la reconnaissance par le système immunitaire. Donc, le système immunitaire doit pouvoir distinguer ses propres cellules des cellules étrangères. Donc, les protéines donc permet de distinguer les cellules du soi et les cellules du non-soi à travers les protéines transmembranaires. L'identification des cellules se fait par la reconnaissance des glycoprotéines spécifiques à la surface des cellules. C'est ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Ces protéines sont très variables d'un individu à l'autre, donc il n'y a pas de deux individus possédant les mêmes protéines CMH à l'exception des vrais jumeaux. Responsable de rejet lors des greffes, lors des greffages de certaines parties du corps. Donc, lorsque le complexe majeur d'histocompatibilité est différent, donc on remarque que dans la plupart des cas, il y a le greffage est refusé. Donc, le système immunitaire attaque toutes les cellules présentant des protéines différentes, donc à celles du soi. Maintenant, on passe à la perméabilité sélective. Donc, la double couche lipidique, ou bien du lipide, est perméable. Au quoi? Donc, perméable aux molécules très petites, H2O, CO2, l'oxygène, donc, et traverse cette membrane plasmique, aux molécules liposolubles, c'est-à-dire il est soluble dans le lipide. La double couche de lipide est imperméable aux grosses molécules et la plupart des molécules polaires, donc grosses molécules comme le glucose, et aux disions, donc K+, le chlore- et Na+. Donc d'abord la question qui se pose, comment se fait le transport de ces molécules, les hommes imperméables de la couche lipidique. Des protéines de la membrane permettent le passage de ce qui ne peut passer à travers des lipides. Donc, il faut que la molécule est hydrophile, donc ne peut pas traverser la membrane plasmique, sauf à travers des protéines. Donc, des protéines qui ont le passage des molécules, les homoquarines, des grosses molécules, et des molécules hydrophiles. Forment des canaux à travers la membrane, donc intégrés de part et d'autre de la membrane, ou s'associer aux molécules à transporter et les déplacent dans la membrane, comme les navettes. Donc la molécule, par exemple, de glucose vient de se fixer sur les protéines transporteurs. Donc lorsqu'il se déplace, se fixe sur la protéine, donc il joue le rôle de navette à travers, donc permet le passage de cette molécule vers l'intérieur de la cellule. Voilà, des canaux sont généralement spécifiques, donc chaque canal, donc il transporte une molécule spécifique, يعني ماشي أي molécule peut traverser le canal هذه, donc ce sont des canaux spécifiques. Une seule substance bien précise peut les traverser et aucune autre. Par exemple, les aquaporines qui permet le passage de l'eau, donc il transporte seulement de l'eau, pas de glucose ou bien d'autres substances hydrophobes.
Donc, ce n'est pas n'importe quelle substance qui peut traverser donc la membrane. Donc, c'est la perméabilité sélective. Donc, il sélectionne donc ces protéines ou bien ces canaux sélectionnent des molécules à transporter de milieu externe vers l'intérieur de la cellule à travers la membrane plasmique, soit par des navettes comme des transporteurs, soit donc des molécules, des canaux donc qui traversent la membrane de l'externe jusqu'à l'interne de la cellule. Les transporteurs peuvent se faire et se défaire rapidement. Donc leur nombre peut varier selon les cas. Donc les transporteurs donc subissent des variations. Donc la perméabilité de la membrane à certaines substances peut se modifier, comme le cas de l'insuline. Donc parfois le diabète, donc les personnes diabétiques, donc l'insuline perd la sensibilité à travers, donc bien vis-à-vis des récepteurs de la cellule. L'insuline sécrétée par le pancréas, l'insuline augmente la perméabilité des cellules au glucose en faisant augmenter le nombre de protéines qui transportent le glucose dans les membranes. Donc l'insuline facilite le passage du glucose du sang vers la cellule pour diminuer la glycémie. Sans l'insuline, les cellules restent imperméables au glucose. Donc il n'y a pas d'entrée de glucose dans la cellule, ce qui entraîne donc l'augmentation de la glycémie. Donc l'insuline a pour effet de faire baisser le taux de glucose sanguin. Donc, chez moi, c'est l'insuline, mais qui, la sensibilité de l'insuline vis-à-vis des protéines, donc, diminue, donc, c'est qui entraîne, l'augmentation de l'insuline l'augmentation du glucose dans nos sang. Et donc, l'augmentation de la glycémie, ce qui entraîne, donc, le diabète. Maintenant, on passe au transport passif. Passage des substances à travers la membrane peut se faire par transport passif, donc sans dépense énergétique, n'utilise ou bien ne consomme pas l'énergie, l'ATP, par de transport actif avec consommation de l'énergie. On va commencer par le transport passif. Il est donc constitué, bien présente les différents types: diffusion simple, diffusion facilitée et l'osmose. Le transport passif, on va commencer par diffusion simple. Donc diffusion simple, donc on a un milieu qui est plus concentré les molécules maternelles les poissons. On a des molécules. Donc diffusion simple, donc c'est le passage de ces molécules d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré à travers la membrane qui est semi-perméable. Donc, il se produit à travers la double couche lipidique des membranes. Il ne concerne donc pas des espèces chargées qui sont très lipophobes. Voilà, donc il y a échange entre deux milieux pour assurer l'équilibre, c'est-à-dire même concentration de cette partie que celle-là. Une substance diffuse suivant son gradient de concentration dans la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée. Donc le passage des molécules d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré pour assurer l'équilibre. Le gradient de concentration entre deux milieux, c'est la différence de concentration entre ces deux milieux. Donc comment la vitesse de fusion sera-t-il modifiée? Si on élève la température du milieu, on augmente le gradient de la concentration, le nombre des canaux permettant la diffusion augmente. Donc, quelle serait l'allure de la courbe illustrant la variation de concentration dans les compartiments de gauche en fonction de temps? Donc, on chauffe les trois allures donc qui présentent le passage des molécules d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Donc concentration à l'équilibre, donc concentration en solidité et le temps. Donc le passage de ce milieu vers ce milieu-là, donc accompagné donc la diminution de sa concentration de ces molécules dans le milieu 1 et augmente dans le milieu 2. Donc quelle allure? Donc voilà
Donc voilà l'allure qui illustrant la variation de la concentration, donc la diminution de ces molécules dans les milieux 1, donc jusqu'à que la concentration il est en équilibre entre les deux milieux. Donc la concentration de ces molécules dans cet endroit est égale cet endroit. Maintenant, on passe transport actif, donc diffusion facilitée. Donc facilitée par quelque chose, facilitée par les protéines qui existent au niveau de la membrane plasmique de la cellule. Donc la division se fait par l'intermédiaire d'une protéine de la membrane qui joue le rôle d'une navette, donc qui reçoit les molécules grosses. Donc, il est difficile à travers directement la membrane et donc les protéines assurent le transport de ces molécules à l'intérieur de la cellule. Pas de dépense énergétique se fait selon le gradient de concentration pour la diffusion facilitée, donc facilitée par les protéines. Voilà comme la molécule de glucose, c'est une molécule grosse, donc elle ne peut pas traverser la membrane plasmique de manière rapide, de manière facile. Donc le glucose se fixe sur les protéines donc de la membrane plasmique, donc qui joue le rôle d'une navette. Donc la liaison du glucose avec ces protéines. Par la suite, il y a le transport et dissociation, c'est-à-dire la libération du glucose à l'intérieur de la cellule. Maintenant, on passe à l'osmose. Donc, l'osmose, c'est le passage de l'eau d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré pour assurer l'équilibre. Donc, l'osmose chasse l'eau. Machib des molécules, machib des ions, machib des substances. Donc, il est seulement l'eau. Donc, l'osmose, c'est le passage de l'eau. Donc, côté dilué, hypotonique. Côté plus concentré et hypertonique. Donc, membrane perméable à l'eau, mais pas aux solutés. Donc, l'eau se déplace du côté hypotonique au côté hypertonique, donc concentration élevée. L'osmose, c'est l'eau qui se déplace en suivant son gradient de concentration. Donc, molécule de l'eau libre. Donc, un milieu moins concentré, un milieu plus concentré par des molécules solutées, un milieu moins concentré. Donc l'eau se déplace dans ce sens-là, donc d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Les molécules de soluté diminuent le nombre des molécules d'eau qui sont libres de se déplacer. L'eau se déplace d'où là où les molécules libres sont abondantes à là où elles ont à moins. Donc, elle se déplace, donc l'eau se déplace d'un milieu où les molécules sont moins importantes vers un milieu où les molécules sont plus importantes. On peut inverser le mouvement des molécules d'eau en exerçant une pression supérieure à la pression osmotique. On parle d'osmose inverse. Donc, l'osmose inverse permet par exemple de dessaler l'eau de mer ou de concentrer le sucre d'érable. Dans le cas d'osmose normale, donc l'eau se déplace dans le sens là, donc d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré, mais dans l'osmose inverse, donc par la pression, l'augmentation de la pression osmotique, donc l'eau se déplace d'un milieu donc plus concentré vers un milieu moins concentré à cause de la présence d'une pression supérieure à la pression osmotique. Des globules rouges au milieu, soit isotonique, hypotonique et hypertonique. Dans le milieu isotonique, donc la concentration des globules rouges dans le milieu interne égale la concentration dans la solution, donc les cellules, bien les globules rouges restent normales. Donc dans un milieu hypotonique, donc la concentration dans le milieu externe est hypotonique
et la concentration des solutés à l'intérieur du globule rouge, il est élevé. Donc l'eau se déplace d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Elle se déplace donc dans ce sens-là, ce qui entraîne le gonflement des globules rouges, des hématies. Donc dans le milieu hypertonique, donc la concentration de la solution, elle est hypertonique, donc il est plus élevé. Par contre, à l'intérieur du globule rouge, donc le milieu est hypotonique, donc assure la sortie de l'eau, ce qui permet l'écrénation des globules rouges. Voilà donc le cas normal, le cas gonflé et le cas crénelé des globules rouges. Pour les cellules végétales, comme les cellules d'Elodé, donc au milieu hypotonique et milieu hypertonique. Donc, milieu hypotonique, donc le gonflement de la cellule par l'entrée ou bien la rentrée de l'eau vers la vacuole. Donc, milieu hypotonique, la cellule, donc elle est en état de turgescence, donc l'entrée de l'eau. Au milieu hypertonique, donc la vacuole donc perd de l'eau, donc l'état plasmolysé. Donc que se produit-il si on plonge des fruits dans l'osmose joue un rôle important dans le déplacement des liquides dans l'organisme. Donc après la digestion, donc les nutriments passent au sang ou bien vers le plasma à cause de l'osmose. Donc, ces aliments peuvent passer à liquide interstitiel à travers donc l'osmose. Donc, dans le liquide interstitiel, elle passe vers le milieu intracellulaire à cause toujours de l'osmose. Donc, l'osmose joue un rôle important dans les échanges ou bien le déplacement des liquides au sein de notre corps. Donc l'eau traverse la membrane des cellules, donc en passant entre les molécules phospholipidiques ou bien en passant dans les canaux protéiques spécifiques aux molécules d'eau, si les aquaporines. Donc l'eau, c'est une molécule hydrophile, donc il est difficile de traverser la couche lipidique, donc elle passe par les protéines spécifiques appelées les aquaporines. Parfois on trouve plusieurs aquaporines donc dans la cellule qui assurent les échanges de l'eau, comme le cas des cellules rénales donc et des racines des plantes où le passage de l'eau joue un rôle important. Voilà les aquaporines, donc la molécule d'eau qui assure le passage de cette molécule qui est très important pour la cellule, car elle entre dans les différentes réactions chimiques de la cellule, réactions métaboliques. Dans la membrane, les aquaporines forment des complexes de 4 canaux accolés. Voilà, 4 canaux, donc facilitent le passage de l'eau. Un poisson vivant en eau de mer est-il en milieu hyper ou bien isotonique? Donc l'eau de mer, elle est hypertonique. Donc l'eau, donc le poisson assure les échanges avec l'eau par l'osmose. Donc elle est scelle par diffusion. Donc comment le poisson peut-il survivre? Pourquoi peut-on conserver les aliments dans l'eau, le milieu salé, solution saturée en sel? Voilà, donc on place à gauche un mol de NaCl et on place à droite un mol de glucose. Y aura-t-il d'osmose? Donc on va voir. Donc l'eau va se déplacer de droite à gauche. Pourquoi? Donc l'eau se déplace dans le sens là. Pourquoi? Parce que le milieu ici il est plus concentré, là il est moins concentré, car la dissociation de NaCl dans Na+, c'est L-. Par contre, dans ce milieu-là, donc juste le glucose. Voilà, donc un mol de NaCl, après la dissociation, donc on trouve donc Na+ et Cl-. Et ici, donc un mol de glucose dans un mol de glucose. Donc le milieu à droite, le milieu à gauche, il est plus concentré que le milieu à droite.
Donc, deux moles de soluté, un mol de soluté. Donc, les électrolytes ont un pouvoir osmotique plus grand que les non-électrolytes. Donc, les éléments, après sa dissociation, donc, donnent 2 moles des éléments chimiques. Il est plus osmotique que les non-électrolytes. Voilà. L'eau va-t-il entrer ou sortir du sac? Donc la membrane est perméable à l'eau, au glucose, au fructose, mais pas au saccharose. Voilà, donc le glucose donc se déplace à partir de l'intérieur du sac vers l'extérieur, donc et l'entrée de fructose du milieu externe vers le milieu interne, mais le saccharose ne subit aucun déplacement entre l'intérieur et l'extérieur du sac. Donc concentration des solutés à l'équilibre, donc à l'intérieur, à l'extérieur, donc le glucose donc subit les échanges pour atteindre un équilibre, aussi pour le fructose, mais le saccharose reste toujours, donc le milieu interne reste plus élevé que le milieu externe, donc il ne subit aucun changement. L'eau va se déplacer de droite à gauche jusqu'à l'équilibre des concentrations. Maintenant, on passe au transport actif. Ressemble à la diffusion facilitée, donc il nécessite des transporteurs, mais besoin d'une source d'énergie ATP, donc il consomme l'énergie. Peut se faire contre le gradient de concentration, c'est-à-dire d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Voilà, mais il consomme de l'ATP. Donc, indique une dépense énergétique. Donc, il existe des protéines ici, des pompes. On va voir par la suite. Donc, le passage de ces éléments, ou bien de ces anions, ou bien ions, donc d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré, mais nécessite une consommation d'énergie. Voilà, donc des transporteurs dans la membrane plasmique, donc qui permet le déplacement des molécules des ions. Donc transport actif rassemble les ions. Donc les ions d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré en consommant l'énergie liée à l'ATP. Voilà, donc déplacement des ions d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Donc toujours en consommant de l'énergie. La pompe à sodium-potassium. Donc la pompe à sodium-potassium donc permet donc l'entrée de K+ d'un milieu externe vers le milieu interne et la sortie de Na+ de milieu interne vers le milieu externe. Donc ces pompes donc assurent cet échange, donc la sortie de 3Na+ et l'entrée de 2K+. Donc en consommant l'énergie bien sûr. Donc ici on remarque la fixation de 3Na+ du milieu extérieur se fixe sur le transporteur. Donc deuxièmement, donc la transformation de l'ATP en ADP fournit de l'énergie. Donc c'est l'hydrolyse de l'ATP pour fournir de l'énergie. Donc les 3Na+ sont expulsés de la cellule. Donc passe du milieu interne vers le milieu externe. Par la suite, 2K+ du milieu extérieur se fixe au transporteur. Par la suite, la protéine change de forme et s'ouvre sur le milieu interne pour assurer la pénétration de 2K+ vers l'intérieur de la cellule. Il existe aussi des pompes à K+, Na+, Ca+, H+, donc plusieurs pompes qui assurent le déplacement de ces ions par transport actif. Voilà, le passage de 3Na+ et l'entrée de 2K+. Donc voilà, 2K+. Ici, on remarque 3 sites de Na+. Le transport actif permet aux cellules de conserver un milieu intérieur différent toujours du milieu extérieur. Donc, la cellule permet l'entrée des éléments qu'elle a besoin. Donc, elle est sélective.
assure l'entrée des éléments nécessaires. C'est pas des éléments pour les stocker au sein de la cellule. Donc, les fluides externes donc contiennent des concentrations des éléments ou bien des éléments chimiques, mais à l'intérieur de la cellule, donc elle assure toujours donc selon les besoins de la cellule. 3 types de protéines de transport selon la direction du transport. Donc, unipore. Unipore, une substance spécifique traverse un canal protéique car le plus fréquent. Donc, il se déplace dans un seul sens. Sympore, 2 substances ensemble dans la même direction. L'une ne passe pas sans l'autre. Les deux doivent passer ensemble. Voilà. Donc, les deux passent d'un milieu, par exemple, milieu externe vers milieu interne. Donc, les deux symporent en même temps. Antipore, anti c'est-à-dire l'inverse, 2 substances en sens contraire. Donc, l'une entre du milieu externe vers le milieu interne, l'autre passe au sens contraire, donc du milieu interne vers le milieu externe, comme le cas des pompes potassium-sodium. Sympore, un ion Na+ en général diffuse en suivant son gradient de concentration, c'est-à-dire d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Cette diffusion permet à une substance à traverser en même temps contre son gradient de concentration. Donc les pompes de Na+ glucose, cellule de l'intestin, le Na+ traverse en suivant le gradient de concentration et le glucose suit contre son propre gradient. Donc pompe Na+, acide aminé dans les reins et les pompes Na+ iode dans les glandes thyroïdes. Donc c'est le cas de transport sympore. Le transport antipore, donc un ion Na+ diffuse en suivant son gradient de concentration par un transport actif. Ce déplacement permet à une substance à traverser au sens inverse contre son gradient de concentration, comme le cas de pompe Na+, Mg2+, et Na+, K+. Un cas particulier de transport actif, donc le cotransport, exemple de saccharose. Le transport actif de H+ par la pompe de A proton, donc le passage de H+ du cytoplasme vers le milieu extracellulaire, donc à cause des pompes à protons. Formation d'un gradient de différence de concentration, donc gradient de concentration, donc milieu plus concentré, milieu moins concentré, et d'un gradient électrique de part et d'autre de la membrane. Donc gradient donc des charges électriques positives et négatives au niveau de part et d'autre de la membrane. Troisièmement, c'est la division des ions H+ avec le saccharose symporteur. Donc, la sortie des H+ par les pompes de protons. Donc, par la suite, donc, le reflux, bien le retour des H+ du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire par un transporteur, donc, qui assure aussi l'entrée de saccharose du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc, le couplage peut aussi se faire avec un antipore, donc la sympore, donc ممكن يكون antipore, c'est-à-dire les deux molécules passent de deux sens différents. Donc la membrane de la bactérie Escherichia coli, donc l'ensemble des pompes à protons, des transporteurs actifs d'ions H+, qui maintiennent le gradient de concentration. Des sympores lactose H+, donc l'entrée de H+ et en même temps à l'entrée de lactose. Des sympores proline H+, l'entrée de la proline donc et en même temps avec H+. Donc l'antipore Na+, H+, et l'antipore Ca2+, donc de H+. Maintenant, on passe au transport des macromolécules. Les macromolécules, ce sont des grosses molécules, donc par l'exocétose, donc c'est vers le milieu externe,
Et l'endocytose, c'est l'entrée des substances à l'intérieur de la cellule. Donc, cas particulier dans des endocytoses. Donc, pénocytose, c'est l'endocytose d'une petite gouttelette de milieu externe non spécifique, comme l'eau par exemple, comme des substances liquides qui entrent dans le milieu externe vers le milieu interne. هذه كتكون في des liquides, des fluides. C'est pas l'eau, mais c'est par des fluides. L'endocytose par récepteur interposé très spécifique. Donc, les molécules de soluté se fixent à des récepteurs spécifiques, des protéines de la membrane. Ce mécanisme permet à la cellule d'accumuler rapidement des substances extracellulaires peu concentrées. Donc, je veux dire que les molécules viennent de se fixer sur les protéines, donc, de la membrane plasmique. Donc, par la suite, elles forment des petits vésicules qui se détachent de la membrane plasmique. Les deux parties de la membrane plasmique se lient entre eux, donc, et assurent l'entrée des vésicules endocytose, donc, qui contient à l'intérieur des substances spécifiques. Phagocytose, c'est l'endocytose d'une grosse particule. Voilà, la phagocytose d'une bactérie par un globule blanc dont le système immunitaire, donc parmi les défenses contre les antigènes, c'est le phénomène de phagocytose. Donc voilà, une phagocyte, donc elle assure dans la fixation d'abord de bactéries. Par la suite, elle libère des prolongements appelés des pseudopodes, donc pour assurer l'entrée de bactéries. Donc par la suite, donc l'ingestion de cette bactérie à l'intérieur des globules blancs, donc se forme phagosome, donc avec aucune déchirure au niveau de la membrane plasmique de la globule blanc. Voilà, phagocytose donc d'un vieux globule rouge par un globule blanc.